Bienvenue sur Coup de Visa, le podcast voyage et bien-être pour s'évader et se ressourcer. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Justine. Elle travaille depuis plus de 20 ans dans l'humanitaire et la République démocratique du Congo fait partie des pays dont elle est responsable au sein de Solidarité Internationale. Je suis d'ailleurs ravie de pouvoir mettre en avant cette ONG dans cet épisode spécial Podcaston, un événement caritatif qui rassemble plus de 1600 associations. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Justine. Bonjour Camille. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien. Je suis en ce moment même au Congo et écoute, ça va très bien. Ça avance comme on veut. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour ton temps à nouveau. Je suis vraiment ravie qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Épisode assez spécial puisqu'il intervient dans le cadre du Podcaston. Le Podcaston, c'est un événement à but non lucratif qui mobilise plus de 1500 podcasts dans 46 pays cette année, où en fait l'idée c'est de mettre en avant des associations. Chaque podcast pourra choisir une association à mettre en lumière avec son engagement, ses actions et ses besoins. L'année dernière, j'avais eu la chance de faire un épisode pour Médecins sans frontières où j'avais interviewé Martin Petit qui était parti en mission en Jordanie. Et donc là, on va parler de la République démocratique du Congo. On en parle vraiment peu et je trouve que c'est hyper important qu'on puisse justement profiter de cette occasion du podcaston pour mettre en avant aussi Solidarité Internationale. Donc avant qu'on plonge dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, Justine, nous dire voilà qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et surtout ce qui te passionne. Alors, je m'appelle Justine Music Pickman. Donc j'ai 45 ans dans 3 jours, Camille. Je suis directrice régionale, donc je suis responsable de 6 pays pour Solidarité Internationale, dont la RDC. Et je suis juriste de formation, spécialisée maintenant en épidémiologie aussi. Et je suis maman de 4 garçons. Voilà, si ça me résume. Ce qui me passionne, c'est les gens. C'est vrai. Qu'est-ce qui te passionne chez les gens en particulier ? Je trouve que l'être humain a une capacité de résilience absolument merveilleuse et que s'il y a une seule chose pour laquelle il faudrait qu'on se batte aujourd'hui, déjà, c'est pour l'être humain et qu'il faut qu'on continue à y croire et je continue à y croire. Quelle belle note pour commencer cet épisode. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qui t'a amené à travailler dans l'humanitaire ? Est-ce que c'était un déclic que tu as eu dès le début ou ça s'est fait progressivement au fil de ta carrière ? Alors, comme je dis à mes enfants régulièrement, surtout en ce moment en plein milieu de Parcoursup et de bonnes prises de tête, de lettres de motivation, je pense que comme beaucoup, quand je suis rentrée en fac de droit, au départ, je voulais être juge, puis juge pour enfants, puis avocate. Et au fur et à mesure de ma maturité, de l'évolution personnelle, je me suis plutôt dirigée vers l'international qui m'intéressait beaucoup, avec une envie de servir à quelque chose. Donc c'est extrêmement égocentrique comme approche. Et en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes dans ma jeune carrière qui m'ont donné l'opportunité de comprendre ce que c'était que l'humanitaire. Alors, l'humanitaire d'il y a 25 ans n'est pas du tout le même humanitaire qu'aujourd'hui, mais voilà, de pouvoir partir en Afghanistan. Et je suis partie pour une ONG de chirurgiens en Afghanistan, un peu par hasard, par le rencontre de la vie. Et je suis tombée amoureuse de l'Afghanistan, comme beaucoup de personnes qui y passent, de la culture, des gens, de l'humain, des enjeux géopolitiques de ce pays. Et l'impression de faire partie de l'histoire, d'être dans un moment de ta vie où quand tu y es, tu sais que déjà tu sers à quelque chose, parce que si toi tu n'y es pas, d'autres ne te remplaceraient pas. Et de voir en fait l'histoire se dérouler sous tes yeux et de dire en fait là, dans 20 ans, on parlera de l'Afghanistan, ce qu'on fait aujourd'hui, de commencer. Et voilà. Donc je suis tombée en passion de cette rencontre avec les personnes, d'essayer de comprendre comment les aider, d'arriver à des moments où les gens sont complètement démunis et d'avoir une approche très je travaille avec et pas ils travaillent pour moi. Et donc du coup d'être à l'écoute, de prendre le temps, de faire toujours un peu d'anthropologie, de essayer de pas faire d'erreurs et de n'être là qu'à un moment où les personnes n'ont même plus la capacité de s'occuper d'elles-mêmes. C'est surtout ça. Et une fois que ça va mieux, on part.
Et donc là, ça fait à peu près, tu disais 20-25 ans que tu travailles dans l'humanitaire. J'ai fait quelques petites recherches, j'ai vu que tu étais allé aussi au Nigeria, en Birmanie, donc l'Afghanistan quand tu le mentionnais, Cameroun, Tunisie, Cambodge, Bangladesh, et donc là, en ce moment, la République démocratique du Congo. Ça fait combien de temps à peu près que tu y es? Là, je suis arrivée il y a 6 semaines. Et donc, je suis directrice régionale du Congo depuis 5 ans. Ça va faire 6 ans, pardon. Ça va faire 6 ans que je suis directrice régionale. Et là, je suis arrivée il y a 6 semaines sur place. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu travailles pour Solidarité Internationale? Alors, ça fait 6 ans que j'ai ce poste-là. Et avant, je travaillais sur l'accès humanitaire, ce qu'on appelle les ouvertures de nouvelles zones, pendant quelques temps, juste avant. Donc, on va dire ça va 6-7 ans. Ça fait 7 ans maintenant. D'accord. Peut-être que j'explique rapidement et j'imagine que tu vas développer, expliquer un petit peu Solidarité Internationale. Donc ça a été créé en 1980. C'est une association d'aide humanitaire française qui est engagée depuis plus de 40 ans donc sur le terrain des conflits et des catastrophes naturelles. J'ai vu que les valeurs fondamentales, c'était vraiment centré autour de l'humanité, c'est-à-dire placer l'humain au cœur de l'action. Il y a aussi cette notion, cette valeur, pardon, d'impartialité, c'est-à-dire aider sans discrimination, l'indépendance ou autrement dit agir librement sans influence politique ou religieuse, et pour terminer, l'engagement avec assurer une présence continue auprès des populations vulnérables. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un petit peu avant qu'on plonge dans le Congo, les missions globales et les secteurs d'intervention de Solidarité Internationale dans les grandes lignes? Alors, Solidarité Internationale, donc il y a plusieurs ONG françaises dans le monde. Et nous, donc, notre mandat, c'est l'accès à l'eau potable, l'abri et la sécurité alimentaire. Donc, très concrètement, on travaille du distribution d'eau en camions-citernes dans des endroits très reculés qui n'ont plus de réseau d'eau et qui n'ont pas accès à l'eau potable, jusqu'à la création de réseaux avec des grands réservoirs et parfois des barrages, même comme on a pu faire en Syrie. En sécurité alimentaire, ça va pareil de la distribution, ce qu'on appelle en sac, c'est-à-dire on va voir les personnes qui ont absolument rien à manger, on leur distribue des sacs de riz, des sacs d'haricots, de l'huile, du sel et du sucre pour les premiers besoins immédiats, jusqu'à la relance agricole et la relance de petits élevages ou même de grands élevages. Et en abri, c'est la même chose. Ça va distribution de bâches en plastique pour l'effet immédiat de personnes qui n'ont absolument plus de maison, jusqu'à la reconstruction des maisons beaucoup plus sur le long terme et adaptées, bien entendu, en fonction des zones. Donc, si tu travailles sur Beyrouth, c'est de la reconstruction d'appartements où les gens habitaient avant, qui ont été détruits par la guerre. Si tu travailles sur le Congo, ça va être le soutien à la construction de maisons traditionnelles pour que les gens sachent déjà ce qu'ils vont reconstruire et que ça puisse durer sur le long terme. D'accord. Et en termes de présence internationale, j'ai vu donc Solidarité Internationale était implantée et même active dans plusieurs pays. Donc en Afrique, ça va être le Bénin, Cameroun, République centrafricaine, la RDC, Soudan du Sud, après aussi l'Asie avec Bangladesh, Myanmar, mais aussi le Moyen-Orient avec l'Afghanistan, Syrie, Irak, pardon, et le Yémen. Donc 27 pays d'intervention, plus de 3200 employés nationaux et internationaux et près de 5 millions de personnes secourues. C'est à peu près ça? Oui, oui, il en manque pas mal, mais oui, c'est ça. On est dans 25 pays en tout. Et comme je te disais, moi, j'en ai 6 dans mon portefeuille. Donc, moi, j'ai Soudan, Tchad, Cameroun, RDC, République centrafricaine et Mozambique. D'accord. Et peut-être petite précision aussi pour l'audience, c'est vrai que toi, ça doit te paraître normal, j'imagine, mais expliquer la différence entre République démocratique du Congo, donc la RDC, plus simple à dire souvent à l'oral, et la République du Congo. Parce qu'il y a vraiment de différences, ne serait-ce que par le nom et les capitales qui sont différentes, avec la capitale Kinshasa pour la RDC et la capitale Brazzaville pour la République du Congo. Aussi en termes de superficie, on est sur quelque chose de complètement différent puisque la RDC fait est beaucoup plus grande parce qu'elle pourrait regrouper à la fois plein de pays européens, que ça soit la France, l'Espagne, la Norvège, la Suède, vraiment énormément de pays réunis, tandis que la République du Congo est vraiment beaucoup plus petite. Et aussi, de par leur histoire coloniale, la RDC, c'est une ancienne colonie belge, tandis que la République du Congo, c'est une ancienne colonie française. Et aussi, pour terminer, en termes de ressources, la RDC, ça va vraiment être plutôt
tout ce qui est ressources minières avec le cuivre, le cobalt, le coltan et même l'or, tandis que la République du Congo, c'est l'exportation du pétrole. Mais voilà, en tout cas, c'était la petite parenthèse parce que en préparant cet épisode, j'en parlais dans mon entourage et c'est vrai que beaucoup de personnes avaient tendance à oublier qu'il y avait cette différence-là. Donc pour resituer pour l'audience, la République démocratique du Congo s'est située donc au cœur de l'Afrique, donc en Afrique centrale. Il y a près de 250 groupes éthiques, plus de 700 langues parlées et c'est aussi l'endroit où il y a le plus de biodiversité dans tout le continent africain. C'est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Il y a le fleuve Congo qui est le deuxième plus long d'Afrique et le plus profond au monde. Et pour le petit fun fact, j'ai vu qu'apparemment il était tellement profond qu'on pourrait loger deux statues de la liberté l'une au-dessus de l'autre tellement il est profond. Et c'est aussi la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Il y a aussi des volcans fumants avec l'un des volcans les plus actifs au monde avec la dernière éruption en 2021 d'ailleurs qui a été assez catastrophique. Et pour terminer cette introduction, donc en pays frontalier, on va avoir l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, la Centrafrique et la République du Congo. Maintenant, si on explique un petit peu, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Justine, la situation actuelle qui est assez dramatique au Congo parce que ce sont cette persistance de conflits armés combinée à des catastrophes naturelles, des épidémies. Toi, quand tu arrivais dans ce contexte, quelle était la situation à l'époque? Alors, moi, quand j'ai commencé à apprendre à travailler sur la RDC, on était en pleine crise Ebola, qu'on appelle l'Ebola Zaïre, qui se trouve qui sévissait à l'époque sur l'est du Congo, donc le Grand Est, donc à la frontière avec l'Ouganda et avec le Rwanda. Le Congo, en fait, la RDC a malheureusement une grande capacité de cumuler toutes les maladies potentiellement existantes dans le monde. Donc là, aujourd'hui, on est sur des crises, des épidémies de rougeole massives, malgré des grandes campagnes de vaccination. On est sur du Mpox, qui est un dérivé de la variole du singe. On a Ebola aujourd'hui en Ouganda, donc on est en train de vérifier, de suivre le suivi d'épidémie sur le niveau de Kampala pour pas que ça arrive sur le Congo. On a eu Marburg au Rwanda il y a quelques mois, le virus Marburg, qui n'a pas encore de vaccin homologué. Pareil, donc on était sur un suivi épidémio. Et là, aujourd'hui, on est en train d'avoir des épidémies de choléra sur Goma et sur tout l'est du Congo qui est en train de revenir, et sur le sud Kivu aussi. Donc en fait, c'est malheureusement un pays qui est très grand, très vaste, avec des infrastructures qui sont pas forcément toujours à niveau, avec des populations qui vivent dans des montagnes, qui vivent très loin, avec peu d'accès à de l'eau potable et d'accès à l'eau potable permanente. Donc en fait, c'est un foyer à épidémie permanent. Et là-dessus, parce qu'on a plusieurs crises dans la crise, hein, pour vous, on le dit souvent, beaucoup de groupes armés différents qui s'en prennent aux populations en direct, avec des grosses crises humanitaires, avec des grands déplacements de population. Donc là, aujourd'hui, c'est sur l'est du Congo, de façon massive, entre le Sud Kivu, le Kivu, l'Ituri, et donc ça va descendre jusqu'au Tanganyika. Donc la province du Tanganyika qui est au sud, avec beaucoup de groupes qui s'interposent les unes sur les autres, et au milieu de ça, donc des populations qui ne font qu'essayer de bouger pour se déplacer et protéger leurs enfants. Là, tu dirais que vraiment les conflits majeurs, les défis majeurs même plutôt, donc ça serait par rapport à ces épidémies et aussi ces conflits armés, c'est vraiment les deux plus importants en ce moment. Oui, en ce moment, c'est les deux grosses crises. Et là-dessus, vous rajoutez la crise de la fin des financements américains, parce que les financements américains étaient le plus gros bailleur de la réponse humanitaire au Congo. Donc on a trois crises en ce moment-là sur le Congo. Mm. Et effectivement, je voulais te demander si vous aviez déjà l'impact, parce que ça a été annoncé. Est-ce que ça a été déjà mis en place clairement sur le terrain, ou vous voyez que ça y est, les aides ont été coupées? Oui, oui, les contrats ont été arrêtés mi-février. Donc une ONG internationale écrit un projet écrit un projet de besoins humanitaires en accord avec les besoins de la population, et ensuite on le soumet à un bailleur de fonds qui suit ou qui suit pas ce que tu vas proposer. Donc ça, c'est la neutralité, hein. C'est-à-dire que nous, on ne se fait pas imposer par un bailleur de fonds des critères de sélection de nos bénéficiaires. Donc c'est l'inverse, ça vient du bas pour aller vers des bailleurs de fonds, donc pour la peine, c'était vers les Américains. Et en fait, après, on signe un contrat de mise en œuvre avec des obligations des deux parts, des deux côtés. Et là, le contrat a été rompu mi-février. Et oui, il y a des impacts directs. Moi, j'avais des distributions alimentaires dans des zones où les personnes n'ont pas à manger depuis des mois, qui n'ont pas été faites. On avait des réparations de réseaux d'eau dans des immenses camps de déplacés sur l'Ituri, qui du coup ne seront pas faits.
Et après, il y a un impact humain faramineux aussi, parce que on est aussi un employeur, hein, des ONG internationales. Nos collègues congolais ne sont pas volontaires ni bénévoles. Et donc, c'est des impacts sur les familles en direct de ces gens-là. Donc, en cascade, il y a des impacts déjà, oui, complètement visibles. Ouais. Oui, c'est fou parce qu'on entend ça aux infos, mais vu qu'on ne nous montre pas du tout la situation actuelle au Congo, on ne réalise pas que ça y est, les décisions qui ont été prises ont des conséquences immédiates tout de suite. C'est pas le genre de décision qui traîne à se mettre en place et vous le voyez clairement directement sur le terrain en fait. Moi, je travaille en collaboration avec beaucoup d'ONG médicales, qu'elles soient américaines, françaises ou autres, et qui ont déjà fermé des hôpitaux. Donc, en fait, aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui sur une réponse, par exemple, choléra sur une zone. Solidarité internationale ne fait pas de médecine. Hein. On fait pas de, Mhm. nous, on ne fait pas de perfusion aux gens qui sont, par exemple, en crise de choléra. Et en fait, aujourd'hui, que Solidarité arrive à remettre une source d'eau potable pour que l'eau soit pas contaminée par le vibrio choléra où on répare des latrines. En attendant, les gens vont mourir parce que de toute façon, pour soigner le choléra, il faut des médecins. Et donc, s'il n'y a pas il y a personne qui vient intervenir en termes d'impact direct, oui, il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Mhm. Et là, sur place, qu'est-ce que vous vous dites ces derniers jours, ces dernières semaines? Est-ce que vous apercevez une lueur d'espoir ou c'est vraiment j'imagine vous devez vous sentir extrêmement impuissant et je sais pas comment vous envisagez la suite en fait. Alors, moi, je crois en l'humain, comme je te disais au début, Camille. Donc, Ouais, je me sens pas impuissante. Je pleure tous les 3 jours quand je suis très en colère et ouais. que je n'arrive pas à faire avancer les choses. On se réinvente, Camille. Écoute, on avait des voitures pour aller sur des zones. On n'a plus de voitures parce que c'est plus financé par les Américains. On va faire autrement. Alors, c'est pas qu'on était dans le luxe, c'est qu'on descend. Ce que j'entends là en ce moment où je vois sur certains posts et certains réseaux des personnes très malveillantes qui pensent qu'on avait trop d'argent et que aujourd'hui, on va réapprendre à travailler à l'ancienne. Bon, avant, la capacité d'un humanitaire à aller sur le terrain, elle était beaucoup moindre. Les gens tenaient moins longtemps parce que c'est très fatigant, hein, quand t'as pas non plus les moyens et que tu dors sous tente au lieu de dormir dans un vrai lit. Alors, quand je dis un vrai lit, on n'est pas sur de l'hôtel 4 étoiles avec une piscine jacuzzi. C'était d'avoir un toit sur la tête et d'avoir des lits avec des moustiquaires. Donc là, on va repartir avec des tentes à l'ancienne. Moi, j'ai des équipes merveilleuses là au Congo. Quand on m'a dit on va faire une intervention en montagne pour aller intervenir sur une zone choléra et on ira sous tente et à pied, on y va sous tente et à pied. Par contre, ces personnes ne vont pas me signer des contrats de 2 ans aujourd'hui avec nous. C'est pas possible. Dans 6 mois, elles seront toutes cramées Oui. parce qu'elles vont donner le maximum parce que les besoins sont immédiats et elles sont merveilleuses. Hein. Vraiment, moi, je vois des choses merveilleuses là aujourd'hui sur le Congo. Mais effectivement, dans 6 mois, elles seront toutes à genoux et épuisées parce qu'on fait un travail à 5 personnes qu'on faisait avant à 20. Et c'était pas du luxe de le faire à 20. C'était d'avoir aussi un minimum de santé mentale sur le côté. Donc ça va être très compliqué, on va se réinventer. Non, on n'est pas impuissant, on va le faire différemment. Et après, il y a des endroits où on n'ira pas, ouais. Et là, on ne pourra pas y aller. Là, si on se focalise donc sur les actions de solidarité internationale en RDC, donc il me semble que vous avez ouvert cette mission en 2000 et dans votre équipe, sur votre site internet, c'est mentionné que vous êtes à peu près 23 internationaux et environ 233 nationaux. C'est à peu près ça pour les chiffres? Alors ça, oui, c'était en février, ça. Ok. Aujourd'hui, après la Coupe américaine, on doit être à une quinzaine d'expatriés et à 150 staffs nationaux. Et par rapport à la RDC, donc j'ai vu qu'il y avait à peu près 26,4 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire au Congo actuellement et qu'il y a près d'un million du coup de personnes qui sont bénéficiaires. Et j'ai vu aussi qu'il y avait ce classement de l'ACAPS. Donc l'ACAPS, c'est un spécialiste indépendant de l'analyse et de l'évaluation des besoins humanitaires qui classait la situation au Congo de 4,4 sur 5 en termes de sévérité de la crise humanitaire. Et donc toi qui travailles dans ce milieu de l'humanitaire depuis une vingtaine d'années, là tu vois vraiment la différence avec ce qui se passe au Congo actuellement en termes de sévérité de la crise. Ah oui, oui, parce que comme je disais, on cumule les crises là, sur le Congo. Donc en fait, je vais donner un exemple pour que tout le monde comprenne. On est en train de faire une intervention sur la zone de l'Est, là. Et en fait, quand on fait une intervention, on a malheureusement des critères de vulnérabilité. On va pas répondre à tout le monde tout le temps. Parce que déjà, on n'a pas les moyens financiers de le faire, même s'il y a beaucoup de niveaux de vulnérabilité. Et donc, du coup, là, on était en train de travailler.
Et au départ, on était parti sur un critère de vulnérabilité des déplacés. Donc, les gens qui sont déplacés, donc ceux qui se déplacent très rapidement, donc dans les 2 derniers mois, et qui sont partis sans rien. Et en fait, on s'est rendu compte que dans nos enregistrements avec ces personnes, de vérification s'ils sont bien dans les critères de vulnérabilité, en fait, ils font partie des trois crises. Donc, ils étaient soit dans un camp de déplacés juste avant, qui était un camp de déplacés qui était financé par les Américains, qui ont été déplacés par les forces, par des rebelles et qui ont le choléra. Donc, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'en face de nous, les besoins sont tellement énormes que même nous, quand on est en train de regarder les critères de vulnérabilité, on est obligé d'annuler des critères parce qu'on a trop de gens qui ont besoin. Et du coup, on va aller sur celui qui est malade et qui a quelqu'un qui est malade chez lui, une femme seule avec des enfants, une personne âgée qui ne peut pas travailler et des gens qui sont partis sans absolument rien. Et en fait, on est obligé de réduire au minimum les critères de vulnérabilité tellement les besoins sont faramineux. Et puis en plus, on a perdu, parce que les Américains finançaient un système un peu comme ACAPS, donc qui lui nous classifie dans le monde les sévérités des crises. On avait un système qui s'appelait FuseNet, qui était financé par les Américains et qui permettait aussi de suivre les niveaux de nutrition et de malnutrition dans le monde et pour arriver jusqu'aux famines. Par exemple, on s'en savait beaucoup sur le Soudan. Donc là, FuseNet vient de fermer. Les ONG qui faisaient de la santé publique et de la nutrition sont en train de fermer sur la RDC. Donc en fait, on n'aura plus les chiffres de famine ou de niveau de malnutrition sévère dans un pays, mais ne pas avoir l'information toi, podcasteuse, tu le sais, ne veut pas dire que ça n'existe pas. On va se retrouver avec des poches de famine en RDC qui vont être impressionnantes et dont on n'aura plus aucune manière en fait de le prouver au niveau international. C'est un serpent qui se mord la queue et qui va pas dans le bon sens. Oui. Parce que de ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est extrêmement compliqué parce que là, je te ressortais les chiffres que j'avais pu trouver sur le site de Solidarité Internationale, mais il semblerait qu'en RDC, c'est vraiment compliqué d'être au plus près des chiffres de par le fait qu'en termes de... Le dernier recensement de la population était il y a très longtemps. Enfin, c'est très compliqué d'avoir des chiffres vraiment pertinents et d'actualité. Oui, les chiffres sont très compliqués à avoir. Pour la simple et bonne raison que c'est le plus grand pays d'Afrique. C'est très vaste, c'est très compliqué d'atteindre les populations. Il y a des personnes qui vivent dans des montagnes, qui vivent justement au plus reculé pour éviter les combats. Il y a des grands mouvements de population en fonction des combats avec des personnes qui vont dans des camps déplacés ou qui vont dans des populations ce qu'on appelle hautes, donc chez les gens, pour se protéger et puis pour avoir un abri. Et cet impact, cette problématique qu'on a aujourd'hui d'atteindre tous les besoins et toutes les personnes qui ont besoin va être de plus en plus compliquée puisqu'en plus, on travaille beaucoup en coordination avec les autres ONG internationales et nationales. Et avec la perte des financements, il y a des ONG qui ferment, comme je disais tout à l'heure. Donc, il y a des ONG qui s'en vont de RDC aujourd'hui. Il y a des centres hospitaliers qui vont fermer. Donc, le suivi est encore plus compliqué dans les semaines à venir. Et par rapport aux différents groupes sur place, j'imagine que c'est très compliqué aussi pour votre travail au quotidien, cette présence des groupes armés, en termes même de sécurité pour toi, pour tes collègues, pour la mise en place de vos actions. C'est un des grands enjeux du Congo, hein, c'est la négociation, ce qu'on appelle la négociation de l'accès humanitaire. Donc ça consiste en fait à travailler avec tous les groupes, parce que donc on est dans une vraie neutralité chez Solidarité Internationale, donc on se représente et on se présente comme acteur humanitaire pour la population, donc sans avis. Alors je sais que ça choque beaucoup d'auditeurs d'entendre ça, mais je n'ai pas d'avis sur qui dirige ou quelle zone est dirigée par qui. Mon seul objectif, moi, est l'être humain et la personne qui est en face. Et donc, je négocie avec toute catégorie de population, toute catégorie de groupe, pardon, pour être sûr que mon aide humanitaire qui va arriver, mes camions, mes équipes soient en sécurité et ne mettent pas non plus la population en insécurité quand on intervient. Donc, je sais que c'est très compliqué à entendre. Je me fais souvent critiquer parce que je n'ai pas d'avis sur les gens avec qui je parle. Moi, je parle à des hommes et des femmes qui sont en armes et qui tiennent une zone. Et mon seul objectif, c'est les gens qui sont derrière eux, qui, eux, ont besoin de soins, de nourriture ou d'eau potable.
Oui, oui, j'imagine au quotidien, tu fais comme tu peux en fait pour rester au plus près de ce qui est le plus important pour toi. Et comme tu disais, l'humain et les personnes qui sont derrière ces groupes-là. Et est-ce que tu sais pourquoi on parle si peu du Congo en ce moment, enfin de la RDC dans l'actualité? Parce que même, tu vois, pour préparer cet épisode, pour aller chercher des informations, je me rends compte que aux actualités au quotidien, on en parle très très peu. Pour trouver des informations, c'est compliqué. Alors, on voit sur certains articles de presse que c'est mentionné par rapport au massacre des civils, les violences sexuelles, les exécutions, les recrutements forcés des enfants soldats, le déplacement forcé des populations, mais et j'ai l'impression en fait que c'est complètement effacé de l'actualité, en tout cas en France. Est-ce que tu sais pourquoi on en parle aussi peu? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est un peu comme le Soudan, hein. Je pense que la première raison, c'est l'accès aux journalistes dans le pays en ce moment. Donc ça, je pense que c'est une vraie bonne raison, hein. C'est que nos collègues journalistes n'arrivent pas à venir travailler comme ils n'arrivent pas à travailler au Soudan aujourd'hui. Le deuxième, c'est la lassitude, hein. La presse a besoin d'audience pour s'autofinancer, hein. Je parle des grands groupes presse. Et parler de choléra, de crise au fin fond de la RDC aujourd'hui n'intéresse pas grand monde. L'impact sur le grand public, qui soit c'était généralement international, ne sort pas. Et puis ensuite, on est, comme tu disais tout à l'heure, on est sur nous, Solidarité Internationale, ça fait 25 ans qu'on est ici. Donc, il y a une lassitude des gens aussi à entendre parler des crises les unes derrière les autres au Congo, avec un sentiment qui n'est pas vrai du tout et qui ne devrait pas l'être, mais qui est là, bon, bah, c'est encore là, c'est encore une fois, on va encore nous dire que les enfants meurent de faim, nous culpabiliser parce que nous, on a d'autres problèmes en Europe qui ne sont pas concernés. Donc, je pense qu'il y a un mélange du fait que les gens n'en parlent pas. Et c'est intéressant que tu dis ça parce qu'avant la crise actuelle, en janvier, on avait prévu chez Solidarité Internationale de faire un énorme focus sur la RDC sur les 25 ans, avec une collègue à moi qui devait venir faire des photos des camps de déplacés et faire justement remonter la RDC un petit peu dans les discussions internationales et les besoins, l'ampleur logistique d'une réponse humanitaire. Et finalement, cette crise qui est plus grosse que celle qu'on avait en janvier, on en parle encore moins, bah, pour des raisons politiques, de neutralité. Donc, on a décidé d'en parler moins chez Solidarité cette année. Donc, c'est intéressant, hein, de voir aussi comment même nous, c'était un de nos objectifs 2025 de parler plus de la RDC. Et finalement, grâce à toi, on va en parler un petit peu, mais je n'ai fait aucune interview de ce qui se passe aujourd'hui en RDC parce que politiquement, ça nous mettrait en péril de notre neutralité qui nous est extrêmement essentielle en ce moment. Bien sûr. Mais écoute, c'est une des raisons, encore une fois, pour laquelle je suis vraiment contente qu'on puisse faire cet épisode ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais maintenant expliquer peut-être à l'audience ton quotidien, vraiment dans tes missions, parce qu'elles sont extrêmement variées, mais j'imagine que donc, tu n'as aucune journée type, en fait, mais par exemple, ces jours-ci, qu'est-ce que c'est ton quotidien dans tes missions? Alors, attention, c'est long puisque je dors pas beaucoup. Euh, bon, allez, alors on va prendre une journée type sympa, parce que j'ai des journées type pas sympa. Vendredi matin, donc on s'est levé à 5 heures du matin avec l'équipe pour aller sur une zone d'intervention choléra. Donc on a mis 2 heures par rapport à la ville où je suis aujourd'hui pour atteindre, c'était dans les montagnes. On est arrivé avec une équipe sur place d'une ONG médicale qui nous a confirmé qu'il y avait une poche de choléra majeure sur là où on était. Donc, il y avait déjà eu 3 enfants morts en 48 heures, ce qui est énorme, et des cas qui arrivaient tous les jours. Et c'est un endroit où, en fait, qui est relié par plusieurs montagnes, parce que vraiment, le RDC, c'est très montagneux, hein. Il faut vraiment l'imaginer très montagneux. Ça ressemble beaucoup à, on pourrait dire, ça ressemble beaucoup au Massif central. Donc, c'est vraiment très montagneux, ça monte, ça descend. Et donc, en fait, il y avait 2 zones sur lesquelles nous, on veut intervenir en eau potable, donc voir s'ils ont des sources qu'on peut réaménager et faire des distributions de kits. Donc, c'est des seaux, des savons, de la lessive, des seaux avec couvercle pour que l'eau soit un peu protégée. Et ce qu'on appelle des points de chloration, c'est-à-dire qu'on va chlorer l'eau qui vont prendre à la source, le temps de vérifier que la source est potable. Donc là, on est arrivé vendredi matin à 9 heures et quelques sur la zone. Et on est parti en randonnée donc dans le village le plus proche qui était à 1 heure et demie de marche et 4 kilomètres à 2000 mètres d'altitude. Et donc sportivement, je ne suis pas au top, donc je peux vous le dire parce que je me suis fait doubler par des personnes qui étaient handicapées. Mon ego en a pris un coup. Euh, J'ai vraiment souffert pour arriver jusqu'au haut de ce village.
Donc, on est arrivé en haut de ce village et ce village nous a confirmé qu'ils n'avaient pas vu d'humanitaire depuis très, très longtemps. On s'est présenté, on a présenté nos activités, on a vérifié les besoins. On est resté donc 2h30 sur la zone. Et ensuite, on est redescendu, donc de nouveau 1h30 de marche, pour vérifier où étaient les sources d'eau potable, si elles étaient potentiellement contaminées avec des animaux qui étaient autour. Et là, on est rentré, on a fait un rapport. Et on est rentré vendredi, il devait être 18h. Et là, j'ai ouvert ma boîte email et j'avais 297 emails en attente. Donc, d'une journée complète sur le terrain. Mais j'étais trop fatiguée. Donc, et quand je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur. Donc, j'ai dit que je ne répondais pas aux emails. J'ai fait un mail à tout le monde pour leur dire que j'étais bien rentrée, mais que du coup, je ne répondrais pas. Et je me suis endormie à 18h45, Camille. Véridique, D'accord. Pris une douche, allongée, dormie. Et donc, samedi matin, 4h du matin, réveillée comme une fleur. Parce que du coup, j'avais dormi 9 heures d'affilée. Et vu que je gère la sécurité avec une collègue, cette nuit-là, elle a pris le lien sur la sécurité. Et à 4h du matin, et samedi matin, j'ai répondu à mes emails et j'ai repris ma journée, une journée de travail pour travailler avec mes collègues des autres pays. Et voilà. Donc ça, c'était une journée type. Et la journée d'avant était moins sympathique parce que du coup, on devait confirmer des licenciements à cause de la fin des contrats américains sur plusieurs pays. On a eu des coupes budgétaires aussi avec d'autres bailleurs de fonds. Donc, c'était moins drôle. Et dans la nuit entre jeudi et vendredi, une des bases sur lesquelles on travaille s'est fait attaquer pendant la nuit. Donc, on a une petite nuit, parce que du coup, un des rôles qu'on a en tant que directeur régional et l'équipe terrain, c'est d'accompagner, d'aider, de soutenir les gens qui sont en train de se faire attaquer, trouver des solutions, appeler tous les groupes rebelles qui sont sur la zone pour leur rappeler qu'il y a des humanitaires qui sont présents, de ne pas brûler les maisons et de ne pas attaquer. Donc, la nuit précédente était très, très courte avec une journée très, très longue. Donc, on était un peu content aussi d'aller sur le terrain pour aller voir des humains et pas derrière des ordinateurs toute la journée et de se rappeler pourquoi on fait ce métier. Oui, parce qu'en fait, tu n'as quasiment pas de repos. Et là, en l'espace de 72 heures, c'est assez incroyable ce que tu vis. Mais en fait, j'imagine c'est presque la base pour toi, en fait, des journées comme ça. Alors oui, sur le terrain parce que je remplace une personne, je remplace le directeur pays, parce que maintenant j'ai un directeur qui devrait faire ce rôle-là. Oui, après le travail d'humanitaire, c'est un sacerdoce, de toute façon. Je dis régulièrement quand on part en congé, les gens n'arrêtent pas de mourir de faim parce que c'est samedi et dimanche, où on n'arrête pas de faire des distributions parce que c'est un jour férié en France. Donc les équipes terrain et les équipes sièges, elles travaillent énormément, même si on essaye d'essayer moi j'ai 4 enfants, donc j'ai des problèmes de Parcoursup en ce moment. Ouais. Et de réinscription en master. Ouais. D'un enfant qui va au CP et qui on est en plein d'apprentissage de lecture. Donc on a plusieurs vies, on a plusieurs journées. On essaye de pas faire rentrer, mais c'est vrai que depuis le mois de janvier, entre le cyclone Chido sur le Mozambique, donc qui est un des pays que je gère, la crise au Congo, la crise américaine, j'ai l'impression que le début de l'année 2025, on serait déjà en décembre, je ne serais pas étonnée. Tu me dirais, Justine, demain c'est Noël, on est en décembre 2025. Je dis, ah bah ouais. Ouais. Alors qu'on est que début mars. Parce que oui, c'est intéressant. J'avais prévu de t'en parler à la fin, mais là, tant que tu le mentionnes, j'ai vu que tu avais fait un autre épisode de podcast où tu expliquais un petit peu comment concilier cette vie de maman de famille et humanitaire. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots sur le fait que voilà, t'es maman de 4 enfants et en même temps, tu es très impliquée aussi dans ta carrière en humanitaire? Je pense que je fais comme toutes les mamans qui travaillent. Alors là, mon travail à moi, il est dans la cuisine, parce que très régulièrement, quand même, les crises s'interposent dans une journée normale de mère de famille et d'une famille, en fait. Parce que de nouveau, quand le volcan explose, il va pas attendre de savoir si c'est samedi, dimanche. C'est un samedi, pour la peine. Les crises se superposent, elles se suivent malheureusement, surtout quand on a plusieurs pays. Et puis la vie d'une maman ne s'arrête pas non plus. Les enfants ont besoin de toi malgré le fait qu'il y ait des crises. Donc voilà, mes collègues connaissent toutes les têtes de mes enfants parce que quand une crise se passe le soir, les enfants sont derrière et ont faim et on doit faire les devoirs en même temps et on essaie d'avancer. Et j'ai un mari qui est formidable, qui me permet d'être là où je suis aujourd'hui parce que du coup, qui me permet, je ne vais pas dire ce mot, qui fait que du coup, je peux être là aujourd'hui parce que du coup, il s'occupe des enfants, de ses enfants à la maison. Donc voilà, je pense qu'on est tous aujourd'hui en 2025 des parents responsables et on fait comme on peut. Et nos enfants sont plus autonomes. Je pense que certains enfants
d'autres familles, mais sans jugement et sans reproche, ni vis-à-vis de moi et de ma famille, ni vis-à-vis des autres gens. Mais c'est vrai que pendant la crise américaine et la crise du Congo au mois de février, ma boulangerie a gagné quelques argents parce que du coup, j'avais plus le temps de faire à manger. Du coup, ma carte bleue était sur la table de la cuisine. Ils disaient aux enfants, bon, si vous avez faim, là, il faut aller à la boulangerie ou à la pizzeria du coin, du village. Parce que en fait, j'ai pas le temps. Donc, ils ont mangé moins de fruits et légumes pendant un petit moment et ils vont très bien. Et ils suivent et ils encouragent et j'espère en tout cas avoir des enfants qui sont très sereins dans leur tête aujourd'hui avec des parents qui sont très très investis dans leur métier. Parce qu'en fait, tu découpes, tu vas à la fois donc sur le terrain là donc pour quelques semaines, ensuite tu rentres en France, tu reviens, tu fais des allers-retours comme ça? Alors normalement, dans un truc normal, je devrais partir 20% de l'année sur le terrain. Ok. Pour des visites de support, d'aide, de soutien, d'ouverture d'axes, de négociations avec des autorités locales. Et là, depuis 3 ans, depuis la crise soudanaise, bon, déjà avant, je faisais plus que ça, mais je suis partie beaucoup plus. Parce que les équipes, quand elles sont les premières victimes d'un conflit ou d'un événement majeur sur la zone, c'est l'équipe qui est sur place. L'équipe bien sûr nationale, hein, qui est dans son pays, et l'équipe expatriée qui, si elle est sur place, c'est que déjà il y a une crise qui est en cours. Et s'il y a une crise qui se rajoute, en fait, il y a du travail supplémentaire qui se rajoute et de la fatigue qui s'accumule. Donc là, le siège intervient pour donner un coup de main. Pas toujours, hein, pour le volcan, par exemple, j'étais venue que 4 jours. Donner un coup de main, surtout pour montrer aux gens qu'ils n'étaient pas tout seuls et qu'on ne les avait pas oubliés. Et là, je suis venue plus longtemps parce que du coup, le directeur pays est parti. Parce que nouvelle crise, nouveaux enjeux sur la zone et c'est beaucoup de travail. Il fallait d'autres paires de mains pour donner un coup de main. Donc voilà, donc non, j'alterne. J'essaye d'être plus à la maison, enfin plus à la maison, plus en siège et moins sur le terrain. Mais c'est vrai que les crises se sont beaucoup enchaînées. Et je me souviens quand il y a eu la crise au Soudan il y a 3 ans, on sortait à peine la tête de la compréhension de la crise en Ukraine, puis la crise en Syrie, puis la Palestine. Donc ça avait quand même beaucoup de soutien siège maintenant. Je vois. Et là, donc en parlant du terrain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la RDC en général, peut-être sur des aspects culturels, des liens que tu as peut-être tissés avec des locaux? Est-ce qu'on pourrait se focaliser un petit peu sur cette partie-là, sur la fin? Peut-être nous dire, voilà, ta première impression, la première fois que tu es arrivé dans le pays, si tu t'en souviens? Le Congo, c'est un mélange de. Enfin, déjà, c'est comme tu disais, il y a des centaines d'ethnies différentes et de cultures différentes et d'approches différentes. Ce qui me viendrait à l'esprit en parlant de mes collègues, c'est leur loyauté et vis-à-vis de l'organisation avec laquelle ils travaillent et cette pérennité, cette résilience, ce cumul de problématiques qu'il peut y avoir et cette envie de faire continuer à évoluer, faire évoluer un pays, de travailler, de faire fructifier leur vie. Et puis que la vie continue. J'étais à un mariage il y a 2 semaines. Et moi, je trouve ça génial qu'au milieu de toute cette problématique faramineuse, de ces complexités qu'il y a en ce moment, on est arrivé à prendre un samedi pour aller à un mariage et de faire avancer sa propre famille. Donc, je pense que c'est un des points les plus importants. Sur le continent, de façon générale, hein, ce continent africain, mais tu vois, les Centrafricains, mes collègues centrafricains, moi, il y a des gens que je connais depuis 20 ans, qui ont travaillé dans différentes organisations, qui sont revenus, qui travaillent maintenant pour Solidarité Internationale, mais qui ont travaillé avant pour d'autres organisations que je connaissais sur le terrain. C'est un peu la même chose au Congo. Nos collègues congolais qu'on rencontre, qui ont aujourd'hui quitté Solidarité Internationale et qui ont monté leurs propres affaires, qui ne sont plus humanitaires, et qu'on recroise encore quand tu vas sur des zones d'intervention, qui ont leur propre champ aujourd'hui, des personnes avec qui on a travaillé en relance agricole et qui aujourd'hui ont des petites activités de vente de marchandises. Donc, je pense qu'il y a une volonté de faire améliorer le pays, de le faire évoluer avec un contexte politique qui est extrêmement compliqué. On dit très souvent, il y a une phrase qui vient très souvent, c'est si tu as compris le Congo, c'est que tu n'as rien compris. C'est une multitude et c'est assez magique. Mais justement, alors ça va peut-être être la question piège, mais si tu devais décrire le Congo en 3 mots, qu'est-ce que tu choisirais? Oula, je dirais grand, je dirais vert, et je dirais positif. Bien, parce que j'allais te demander ce que tu aurais dit du peuple congolais, justement, pour les décrire. Parce que là, tu nous parlais de loyauté. Résilient,
euh, joyeux et motivé. Et peut-être, est-ce que tu aurais là en tête une expérience culturelle qui t'a marqué depuis ton arrivée au Congo, une différence culturelle, quelque chose qui t'a enrichi de par ton contact avec cette population? Bah écoute, je vais en trouver une très récente de vendredi, là, justement, de ce village perdu dans la montagne, très très loin. J'ai trouvé. Bon, il y a des choses qui sont toujours autant choquantes, hein. Par exemple, que la corvée de l'eau soit une corvée des enfants. C'est toujours très choquant, même au bout de 20 ans de carrière, où tu sais que c'est le cas, mais quand tu vois des enfants qui portent sur leur dos et accrochés ouais, sur leur tête et sur leur dos des bidons de 20 litres d'eau, alors que les enfants ont moins de 5 ans. Quand je connais mon fils, quand tu vois mon fils de 6 ans qui se plaint dès qu'il a marché 3 kilomètres dans la montagne, tu te dis, ouais, on n'est quand même pas sur la même, on est quand même pas sur la même culture. Ce qui m'enrichit en tout cas, c'est ces discussions avec les gens sur, tu vois, on a expliqué la transmission de la Mpox, par exemple, quand on était vendredi matin, parce qu'on a vu des cas dans le village où on était, et du choléra. Donc, on réexplique les choses sans jugement, parce que tu peux pas dire à une maman de laver ses enfants si elle n'a pas de savon et si elle n'a pas d'eau. Donc, il faut faire attention à comment on juge les gens et ce qu'on leur explique. Et alors, disons qu'une fois on a ramené l'eau et qu'une fois que l'eau serait potable et chlorée, que les enfants, enfin que tout le monde, hein, d'ailleurs, se lave plus régulièrement parce que du coup, il y a de la Mpox et que la seule façon de s'en débarrasser, c'est d'avoir plusieurs douches par jour avec du savon. Et ce qui m'a fait sourire, c'est les enfants qui étaient devant moi pendant la traduction et qui m'ont regardé en fait comme quoi j'étais une méchante femme parce que du coup, à cause de moi, ils allaient prendre des douches plus régulièrement. Et du coup, j'ai pensé à mes enfants qui très régulièrement, tu leur cours après dans la maison parce qu'ils veulent pas prendre de douche et qu'ils ont la flemme et qu'ils sont pas et que c'est commun en fait au monde entier cette problématique. Et ça m'a dû faire sourire parce que quand je disais ça et que le traducteur traduisait dans la langue locale, j'ai vu la tête des petits qui avaient l'air très contents de pas avoir de douche tous les jours. Et je me suis dit, alors eux ils vont m'en vouloir à mort de cette blanche qui vient de débarquer dans le village et en mode oh putain, on va mettre l'eau et du coup on va devoir prendre 3 ou 4 douches par jour, alors que je pense qu'ils n'avaient pas très envie. Donc voilà. Donc ce qui m'enrichit, c'est voilà, cet échange avec l'humain, de ne pas donner de leçons de morale et juste des conseils de base à des gens et de voir la réaction de ceux qui sont les premiers concernés, qui étaient là pour la peine des petits. Et je me suis dit en partant, je disais à ma collègue, je pense qu'eux, ils vont pas vouloir me revoir tout de suite, tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est voilà, la même problématique mais dans deux mondes différents et c'est pas du tout le même contexte. C'est vrai que c'est impressionnant. Et est-ce que au cours de tes missions, des fois, tu as un petit peu des sas de décompression où tu peux peut-être aller découvrir un peu plus le pays ou te ressourcer un petit peu parce que là aussi j'ai eu du mal à trouver des photos pour me projeter un petit peu dans à quoi ressemblait la RDC parce que on parlait tout à l'heure en début d'épisode le fait que voilà c'est la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie, de voilà tu parlais de toutes ces reliefs. C'est compliqué de trouver des photos alors qu'apparemment ça a l'air d'être magnifique une fois qu'on est vraiment dans la pleine nature. Est-ce que tu arrives des fois à avoir des sas de décompression quand tu viens sur place ou non, non, c'est vraiment purement le travail? Alors, moi, je suis workaholic, donc c'est beaucoup du travail. Après, je ne ferme pas mes yeux quand je suis en voiture et que tu passes à côté d'un volcan qui est en éruption ou là, j'ai des collègues qui ont dormi sur le terrain, justement dans la montagne dont je parlais vendredi et qui me disaient avec des étoiles dans les yeux que vendredi soir, du coup, dans la nuit, ils voyaient plusieurs volcans actifs sur cette zone et qu'il a du coup vu un des éruptions actifs de nuit parce que du coup, la journée, on les voit pas, ils sont dans les nuages. Donc non, enfin pas nos yeux, on profite aussi de ces magnifiques montagnes, cette magnifique verdure. J'ai une autre collègue qui est rentrée d'une autre zone de travail qui a croisé des babouins sur la route et qui du coup était émerveillée de voir parce qu'en fait 80% des zones ouanzai aujourd'hui c'est dans ce qu'on appelle le parc du Nyiragongo, hein, c'est le parc d'Irunga. C'est là aussi où il y a les animaux et les volcans. Donc oui, on ne ferme pas nos yeux, au contraire on profite de ce qu'on peut à côté, mais on vient pour travailler. Bien sûr. Mais c'est pour ça aussi, voilà, j'étais curieuse de savoir aussi si vous aviez croisé des espèces, parce que les bonobos, pardon, c'est les cousins primates les plus proches de l'homme et ils sont originaires de RDC et ils ont 98,7% d'ADN commun avec les humains. C'est assez hallucinant. Donc voilà, tu as vu des bonobos, est-ce que tu as vu d'autres animaux peut-être? Alors moi j'ai vu des bonobos, mais il y a 15 ans quand j'étais à Kinshasa. Je n'ai pas vu ici. Là, ce qu'elles ont vu, les collègues, c'était
C'était des babouins. Ah oui, pardon. C'est vrai, effectivement. Et j'ai vu aussi qu'en RDC, il y avait les okapis, ces petites créatures mi-zèbre, mi-girafe qui ne vivent nulle part ailleurs. Est-ce que tu en as déjà vu? Non, moi, j'en ai jamais vu. Mais moi, je suis pas bonne là-dedans, hein. Mon mari est très très bon quand il fait des missions de terrain. Il voit des hippopotames en Afrique, en Centrafrique, que moi je n'ai jamais vu alors que j'y travaille depuis 15 ans. Je pense qu'il y a un truc. J'ai un truc avec les animaux. Mais, moi, j'en vois hyper rarement. J'ai vu des animaux au Soudan, j'en ai vu beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de chance que moi, qui voient beaucoup plus d'animaux que moi. C'est vrai que moi, j'en vois genre rarement. Moi, l'hippopotame en liberté, j'en ai jamais vu. Alors qu'apparemment, il y en a beaucoup. Et dis-moi, là, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu penses à quelque chose qu'il aurait été important de mentionner peut-être à l'audience par rapport à Solidarité Internationale ou à la RDC de façon plus générale? Bah, écoute, je pense que tu vas expliquer le système de financement par fonds privés dont on a besoin, surtout maintenant que les Américains nous ont coupé une grosse partie de nos financements. Donc, pour faire le don de solidarité sur le site de Solidarité Internationale, qui est bien sûr défiscalisé. Et après, moi, à titre personnel, surtout en ces temps extrêmement compliqués avec une énorme information de ce qui est l'avenir d'aujourd'hui et les politiques qui sont en cours et quelques hommes politiques qui sont anti-être humain et anti-résilience, je pense qu'il faut croire en nous. Il faut croire en l'humain, il faut croire en notre capacité de compréhension. Et si on en est là aujourd'hui, dans le monde où on est aujourd'hui, en tout cas en Europe et dans certains pays d'Afrique, c'est parce qu'on croit en l'autre. Et si on a peur de l'autre, c'est le début de la fin. Et ça, je pense qu'il faut absolument arrêter maintenant de dire que l'autre est une menace. L'être humain n'est là que pour s'entraider. Et on a besoin les uns des autres. Mais merci pour cette belle note de fin et effectivement j'allais le préciser que je mettrai en description de l'épisode tous les liens pour aller faire les dons, pour se renseigner un petit peu plus aussi sur Solidarité Internationale. Encore merci Justine pour ton temps, je comprends encore plus à quel point ton quotidien est voilà, complexe, chargé, donc c'était vraiment un honneur qu'on puisse échanger et combien de temps là tu vas rester encore à peu près en RDC, est-ce que tu as une idée? Ah, je rentre vendredi. Ok. J'ai promis de rentrer. Je rentre vendredi prochain. Mais écoute, je te souhaite beaucoup de repos et encore merci pour tout et puis à bientôt. À bientôt Camille, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Il était un petit peu spécial, comme je vous l'ai expliqué au début, puisqu'il intervient dans le cadre du podcaston. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Solidarité Internationale, solidarité au pluriel.org/fr et vous avez la partie Je fais un don en haut à droite. C'est vraiment très simple, vous avez plusieurs modalités de règlement, même PayPal. Et n'oubliez pas qu'avec la déduction fiscale, une fois que par exemple vous donnez 20 €, ça ne vous coûtera réellement que 5 €. Donc je compte sur vous, solidarité au pluriel.org. En haut à droite, vous cliquez sur Je fais un don. Et si vous êtes nouveau sur Coup de Visa Podcast, bienvenue à vous. N'hésitez pas à aller découvrir tous les autres épisodes, il y en a à peu près une trentaine. Récemment, il y a eu beaucoup d'aventuriers où on a vraiment fait un focus sur leur aventure, leur cheminement intérieur. Et vous avez aussi tous les 20 premiers épisodes où là on faisait aussi un focus sur la passion des invités, sur ce qui leur permettait de se sentir bien dans leur vie, en plus d'aborder une destination. Donc vous avez plein d'épisodes au choix et n'hésitez pas à souscrire à Coup de Visa Podcast, que ça soit sur Apple Podcast, Spotify, sur toutes les plateformes. Si ça vous a plu, laissez un avis, 5 étoiles, ça m'aide vraiment à avancer. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Coup de Visa Podcast sur Instagram. À très bientôt et encore merci à vous.